Nous sommes de retour avec nos invités, le doyen Chris Ega, Adam Adjoronou et Magloire Teko Okenvi. On va maintenant parler du Bénin. L'opposant béninois Joël Aïvo reste en détention. Ainsi en a décidé jeudi 5 août le juge de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme à l'issue d'une brève audience. Le dossier dans lequel il est poursuivi est renvoyé en instruction sur demande du procureur spécial. On sait déjà, doyen, que ses avocats avaient demandé une libération provisoire, une liberté provisoire en tout cas, mais c'est rejeté. Bien entendu, et puis on pouvait s'y attendre, parce que vous savez, ça, en tout cas moi, ça m'a tout l'air d'une justice à la carte, donc une justice pratiquement sur comment, je crois que beaucoup de personnes l'ont dit, et les avocats qui défendent cet éminent constitutionnaliste ne sont pas des moindres. Et puis, qu'est-ce qu'on demande en fait? Ce n'est pas que le procès ne se poursuive pas, et que la justice, le droit ne soit pas dit, mais c'est qu'on permette à l'accusé de se préparer pour venir devant les juges et en sorte que son dossier, pour mieux défendre son dossier, on demande une liberté provisoire et le procureur spécial pense que, mais celui-là, peut-être que si on le libérait, il va partir, il va peut-être fuir, il n'offre pas suffisamment de garantie pour qu'on puisse le laisser et qu'on se dise qu'il va rester pour que le processus se poursuive. Or, l'accusé, c'est quelqu'un qui est très bien connu et on ne peut pas lui faire ce procès-là, le procès de fuir ses responsabilités en ce qui concerne la procédure judiciaire en cours. Et voilà. Mais si déjà, est-ce qu'il n'est pas plus pénalisé de rester à l'extérieur que de rester à l'intérieur? Parce que vous savez, il faut disposer 2 fois plus de ressources pour vivre en exil que de vivre chez soi. Mais c'est quelqu'un dont la réputation est déjà établie sur le plan national, même international, qui n'a pas besoin de fuir ses responsabilités parce que ce n'est pas une affaire. C'est vrai que c'est le Criette qui dit que c'est une affaire criminelle parce que lorsque on dit que vous êtes lié par des faits répréhensibles économiquement ou bien du point de vue du terrorisme, c'est assez grave. Mais je crois que en l'espèce, les faits ne sont pas établis de telle sorte à ce qu'on en vienne à condamner l'accusé à une peine lourde, peut-être qu'à une peine de 5 ans, 6 ans, le temps que le président béninois puisse faire ses affaires et partir. C'est pour cela d'ailleurs que les gens pensent que ce n'est pas un procès sérieux. Si on voudrait lui donner à ces procès-là une allure sérieuse, il faudrait quand même reconnaître à l'accusé tous les droits de telle sorte à ce qu'il puisse rassembler les outils pour mieux se défendre. Mais et puis les gens attendent de connaître les faits pour juger. Oui. Aujourd'hui, les Béninois ne sont pas au courant de ce qui est vraiment reproché. On attend que les dossiers s'ouvrent. Et que les langues se délient. On veut connaître le fond des affaires, mais aujourd'hui, on ne connaît pas les détails. Et je crois que c'est repoussé encore à plus tard. On espère que les faits seront dévoilés pour que l'opinion se fasse sur le sujet. Adam, même le procureur avait également plaidé que la Criette se déclare incompétente et que le dossier soit renvoyé en instruction. Oui, vous savez, c'est pour la première fois que la Criette se déconstruit ou carrément se trouve dans une position aussi inconfortable. Oui, inconfortable devant un sujet, puisque depuis lors, chacun, au regard de tous ces dossiers-là qui sont donc pendants au niveau donc de la Criette, on a tendance toujours à orienter le regard sur le fait que c'est une justice instrumentalisée. Je pense que toute l'histoire de cette Criette-là, elle a pour le prouver. Mais pour la première fois, je pense que les juges, tels que donc sont prononcés sur le dossier d'abord, lorsque vous êtes juge quelque part, vous également, votre carrière en dépend. Et aujourd'hui, avec la dématérialisation, vous faites un procès qui est toujours là partout et qui peut aussi vous rattraper. Puisque de toute évidence, nous avons des personnalités, que ce soit le président de la République, etc., qui ne sont pas là à vie. Donc ici également, je pense que Joël Aïvo et également, je pense que Chris le disait tantôt, parce que vous prenez aujourd'hui ces conseils, vous prenez l'ancien bâtonnier d'Ossou, etc., ce sont des grands constitutionnalistes également qui s'y connaissent dans le droit. Donc nous sommes en face de pratiquement des juristes. Il a bénéficié également d'une logique au niveau, puisqu'on l'a dit, qu'il a lui-même d'abord défendu brillamment. C'est défendu brillamment devant donc les juges.
Et à cela s'ajoute également l'expertise et l'expérience donc de ces conseils. Et quelque part, je pense que même si nous avons l'habitude de le dire, que c'est une justice instrumentalisée, quels que soient les cas, et comme je le disais tantôt, la carrière aussi de ces juges-là en dépend, ils ne peuvent que se prononcer de ne pas être compétents pour pouvoir donc juger ce dossier-là. Sans quoi vous prenez une position qui risquera donc de vous rattraper plus tard. Puisque lorsque vous prenez la logique et puis la manière dont il a ordonné donc le débat, vous ne pourriez pas, même quel que soit ce qu'on vous propose, quel que soit les mains tapis dans l'ombre qui tirent donc les ficelles, vous ne pouvez pas vous prononcer sur un certain nombre de dossiers. Donc voilà pourquoi il s'est déclaré carrément donc incompétent pour pouvoir donc connaître de ce dossier-là. Et je pense que cette logique-là nous amène à dire que dans les jours à venir, je pense que le regard de Parti Talon est à faire en sorte que ce constitutionnel-là qui devenait donc dérangeant, puisque quelque part c'est une voix éminemment dissonante à l'égard de la politique donc de Parti Talon. C'est le fait d'ailleurs même qui lui valent donc ces ennuis judiciaires, etc. Donc prochainement, je pense que le regard est porté du fait que Joël Aïvo va recouvrir sa liberté dans les jours à venir, parce que de toute évidence, ce qui était prononcé par donc ces conseils est en train donc de se dessiner et de se concrétiser, que dire que voilà, le dossier est pratiquement vide, puisque je ne vois pas un constitutionnaliste avec tout ce qui donc lui est opposé. Je ne vois pas un constitutionnel être dans cette peau-là, au regard, puisque nous l'avons dit, c'est un célèbre constitutionnel qui est connu de tous. De blanchiment d'argent. Il ne va pas se mêler dans ce genre de choses. Donc, on commence déjà par comprendre que véritablement, donc, il y avait des mains noires qui tiraient les ficelles, parce qu'il fallait faire taire une voix qui devenait de plus en plus dissonante à l'égard de la politique de Parti Talon. Magloire Kenvi, pour le moment, je n'ai pas eu votre avis sur ce procès et sur d'autres, comme le procès de Mme Rekia Madougou. Oui, voyez-vous, moi je l'ai toujours dit, même l'essence même de cette criette ne m'a jamais inspiré confiance. C'est-à-dire que voilà une cour qui a été mise en place comme cela, et dont comment ça se dit, quand cette cour-là rend des décisions, ces décisions ne sont pas susceptibles de recours. Moi, je ne l'ai jamais vu nulle part. Et donc, dès le départ, nous autres, nous avons pensé, nous avons vu que c'était beaucoup plus une sorte de cours mis en place pour pouvoir avoir sous contrôle les opposants ou les voix dissonantes, ceux qui pouvaient véritablement mettre en difficulté le président Patrice Talon. Et malheureusement, plus les jours passent, plus les actes et les faits viennent confirmer les appréhensions que nous avions. Parce que quand on prend par exemple ce procès-là, je mets d'abord Mme Rekia Madougou de côté. On prend le cas de Joël Aïvo qui est sur la table. Voilà un universitaire dont peut-être le malheur est de s'engager en politique. Ça, ce n'est pas un délit. Une fois qu'il est béninois, il a le droit, n'est-ce pas, de créer son mouvement politique, de parler de la vie politique et sociale de son pays, c'est de son droit. Mais quand on lui reproche, n'est-ce pas, des tentatives d'atteinte à la sûreté de l'État, et après des blanchiments d'argent, il fallait avoir les preuves de ce qu'on avance contre le monsieur. Mais moi, je m'en tiens beaucoup plus à un fait, c'est-à-dire quoi? Voilà ces coups accusés. Deux officiers supérieurs et celui qui se charge de la trésorerie de son mouvement politique, on les prend et on les étiquette comme ces causes accusées qui sont peut-être dans la magouille ou du moins dans l'orchestration avec lui. Voilà que, partant des auditions, il est clair, les messieurs ont dit enfin, à part son trésorier, ou celui qui se charge de la trésorerie de son mouvement politique, les deux autres, les officiers supérieurs, ont dit clairement qu'ils ne connaissent pas le monsieur. Ils ne connaissent pas le monsieur. Donc, je crois que à partir de cela, partant de là, tout est déjà clair. Voilà. Tout est déjà clair. Et plus loin, quand le procureur de la République demande même à la criette, n'est-ce pas, de se dessaisir du dossier, et que la criette tient solidement au dossier, mais ça dit tout. Ça dit tout. Et comme je l'ai dit au départ, la criette, elle a un objectif donné. C'est-à-dire que même si on constate que de temps à autre, on arrive à condamner certains préfets,
des maires, etc. Des maires. Voilà, c'est aussi ça, des victimes collatérales des hommes politiques. Hein. C'est-à-dire, on met en branle notre machine, mais soyez-en sûrs que ça va prendre par moment des petits poussins pendant que des poids lourds sont véritablement à côté. Mais pour me résumer, je dis fondamentalement, moi, l'essence même de la CREET ne m'a jamais inspiré confiance. Et le cours des événements, comme le procès à Yvo, par exemple, n'a jamais inspiré confiance à personne. Voyez-vous, quand on prend un peu le profil de ceux qui se mettent aujourd'hui dans les rangs pour défendre même le dossier à Yvo, ça voudra dire quoi? L'ancien président de la Cour constitutionnelle, si je ne me trompe, Dossou, Robert Dossou. Il y a des avocats belges, il y a des Français, il n'est pas né de la dernière pluie. S'il savait, c'est vrai que c'est un avocat, mais s'il a ne serait-ce qu'un début d'élément, une preuve qui révélerait que l'implication de M. Aïvo dans ce qu'on lui reproche s'avérait, je ne crois pas qu'au regard de son renommée, au regard de son histoire, de son parcours, puisse s'inviter dans ce débat-là, s'il sait véritablement que le monsieur, il méritait ce qu'on lui reproche. Donc, moi, je dis, quoi qu'on dise, on peut même condamner le monsieur, mais moi, je savais véritablement que ce qu'on lui reproche, ce qu'on lui reproche aujourd'hui, c'est fabriqué de toutes pièces. Et ça en dit long également sur le procès de Mme Rekia. Quand on défend un peu ce qu'on lui reprochait, comme quoi elle a débarqué à Cotonou avec une valise d'argent. Qu'on n'arrive pas à évaluer même. On n'arrive pas à évaluer, mais ça fait trop pitié. Est-ce qu'on a vu la valise finalement? Ça fait un peu le problème. Moi, je dis, quand on veut faire la politique, il faut quand même habiller tout cela pour que ça soit joli à la fin. Mais honnêtement, vous et moi, vous le savez, que le président Patrice Talon, je l'ai toujours dit, il a deux visages. Hein, il a deux visages. Le premier visage, management. Non, c'est un monstre. Non, pas un monstre. Comme ça. Voilà un président, Patrice Talon, qui pris sur le plan managérial, il est impeccable. C'est-à-dire qu'il a réussi à redresser son pays aujourd'hui. Sur le plan économique. Des rapports internationaux même apprécient cela. Mais purement sur le terrain politique, on sent que c'est un monsieur qui veut avoir tout le boulevard devant lui. Il embassit l'opposition. Il embassit l'opposition pour pouvoir dérouler son agenda politique. Et là, moi je dis, il a tort. C'est-à-dire que si tant est que votre méthode est bonne, si tant est que la politique que ça peut s'expliquer. Vous amenez, que vous voulez implanter votre politique, mais agissez et laissez vos compatriotes et jugez de la pertinence même de votre vision. Mais si vous voulez embastiller des acteurs politiques qui sont susceptibles de vous créer des difficultés, vous voulez les critiquer pour avoir un boulevard tout dégagé devant vous. Le bilan finalement, il est mitigé. Vous n'êtes pas un bon leader, vous n'êtes pas un bon meneur d'hommes. Doyen, vous avez dit tout à l'heure, ça peut s'expliquer. Oui, sa façon de procéder, ça peut s'expliquer. Et il faut que nous retournions à l'histoire pour comprendre un peu comment le développement s'est installé dans la plupart des pays dits développés aujourd'hui. Je crois qu'on a déjà eu, particulièrement, on a déjà eu à l'évoquer sur ce plateau, qu'il est difficile que le développement se fasse, du moins les premiers pas dans le sens du développement se fasse dans une société démocratique où on conteste tout. Je crois que si vous prenez aujourd'hui des pays comme les pays arabes, et des pays comme même la Chine, etc., où la Chine qui a plus d'1,3 milliard 400 millions d'habitants et qui a refusé carrément la démocratie, ou bien qui fait la démocratie comme elle l'entend, parce que la Chine estime que quand on n'embrigade pas cette population qui peut rompre les vannes et se déverser à chaque moment lorsqu'on prend une loi qui n'est pas, qui économiquement peut tenir, mais socialement ne tient pas la route. Et si chaque fois on doit avoir des contestations, on ne peut pas avancer sur le chemin du développement, ou bien on ne peut pas poser les bases du développement tel que les pays occidentaux l'avaient fait. Vous vous rappelez par exemple au 19e siècle, lorsque les pays occidentaux posaient les bases même du développement chez eux, et en ce moment-là,
cas, des œuvres qui ont été écrites à l'époque font voir une société occidentale très répressive vis-à-vis des cadres, en tout cas, administration très répressive vis-à-vis des populations. C'était le moment où les enfants, on les employait même dans les mines, où la justice n'existait pratiquement pas pour les faibles, etc. Et je crois que certains s'inspirent de cette situation aujourd'hui pour dire que, quand vous prenez par exemple le cas du Rwanda, c'est-à-dire c'est une analyse comparative que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Oui, parce qu'aujourd'hui, le Rwanda n'est pas très performant du point de vue de la démocratisation, mais performant du point de vue de l'économie. Et les gens estiment que pour développer un pays aujourd'hui, il faut poser des bases qui font en sorte que le développement est durable. Si vous prenez par exemple la France, depuis que la France veut faire des réformes et que les Français se sont révélés très réticents aux réformes, vous avez constaté que les derniers présidents qu'on a eus, à partir du président Sarkozy, il a fait un mandat, il a été gommé. François Hollande, parce qu'il veut faire des réformes, il a été gommé. Et c'est pratiquement la même situation qui attend, par exemple, l'actuel président, parce que quand il a commencé à parler de réformes, vous avez vu qu'il est très chahuté, il risque de ne pas faire son deuxième mandat. Les réformes sont... peut-être de voir le Front National. Voilà, le Front National. Vous voyez que les populations sont prêtes à tout essayer à partir du moment où leur intérêt est en jeu. C'est pour ça que, quelque part, certains pensent que le développement ne peut pas se faire dans la démocratie, parce qu'en démocratie, on a des contestations, on n'est jamais allé loin dans les réformes, on ne peut jamais aller loin dans les plans de développement qu'on a établis. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans certains pays, vous constatez qu'on met un peu de côté la démocratie, les vertus de notre démocratisation pour dire qu'on fait bien. C'est le cas un peu chez le président béninois qui met entre parenthèses les acquis de démocratisation qu'il y a eu avec les présidents qui ont gouverné avant lui. Mais aujourd'hui, il dit: donnez-moi mes 2 mandats, je vais faire des miracles économiques, je peux faire en sorte que le Bénin devienne émergent. Voilà ce qu'il dit. Mais du point de vue des institutions, il les a affaiblis de telle sorte à pouvoir garder la main sur les sujets essentiels de développement. Alors, ce miracle économique, Magloire Jarry, ce miracle économique pousse le président Patrice Guillaume Talon à sacrifier l'aspect politique, comme l'a développé tout à l'heure le doyen Chris Ega. Oui, c'est là où il faut mettre la différence entre un amateur politique et un politique né. Oui, c'est un peu ça, parce que c'est vrai, il a dit. Moi, je ne parlais pas du côté de la démocratie, mais les libertés fondamentales et les droits de l'homme sont tellement bafoués. Il a cité l'exemple de la Chine. Le Rwanda, lui, il a battu le record. La Russie également. Oui, la Russie, mais je pense que lorsque vous prenez un pays, d'ailleurs même historiquement, lorsque vous prenez des célébrités démocratiques, ils n'ont jamais connu donc de ces questions qui sont minutieusement donc conçues en matière donc de droits de l'homme et des libertés fondamentales. On est toujours parti de la ligne dure pour imposer donc une démocratie. Mais si ce modèle-là peut être expérimenté au Bénin, il va faire fausse route, pour la simple et bonne raison que lorsque vous prenez le Bénin, qui est un pays qui est pratiquement une célébrité démocratique, où les dons démocratiques sont véritablement donc ancrés dans les mœurs, il est très difficile que vous puissiez donc réussir sur l'expérience de pouvoir donc émettre ces approches-là dans le processus de développement du pays. Puisque aujourd'hui, les deux vont de pair. La comparaison, c'est vrai, n'est pas raison, certes, mais au même moment, aujourd'hui, je pense que cette rupture-là ne peut pas s'exprimer au Bénin. C'est là où je parlais donc d'amateurs politiques, puisque Patrice Talon, en un temps record, ne peut pas arriver à pouvoir peut-être faire des succès en ce sens-là. Il devait partir d'un point A et arriver à un point B en faisant donc de la modération. Ce qu'il n'a pas fait, il a pu donc imposer cette force-là, et vous voyez directement donc qu'il a eu des échecs diplomatiques d'ailleurs, même puisque beaucoup de pays ne sont pas d'accord avec lui. Et lorsque vous prenez aujourd'hui des gens qui s'expriment sur le Bénin, ils ont véritablement donc des arguments pour soutenir ce dont on parle. Même si des prouesses économiques tiennent, vous comprendrez avec moi que, voilà, vous comprenez avec moi que de toutes les façons, mais sur ces fonds économiques. Donc du coup, cela affecte
négativement un peu la gouvernance du pays par Patrice Talon. Je ne sais pas qui l'a compris, puisque lorsque vous poussez un peu le regard plus loin, vous comprendrez que même si il a dit avec cette rencontre de la société civile au Bénin que lui cédera la place, de toutes les façons, ce n'est pas une démocratie exprimée. Quelque part, si vous voulez céder la place, ou même moi, c'est vous-même qui choisissez ceux qui viendront vous remplacer, vous choisissez. Qui a fabriqué de toutes pièces ces institutions-là à sa mesure, à la mesure. C'est ce que dit. Est-ce que je voudrais ajouter, c'est que ça veut dire que quelque part, il choisit lui-même les partis politiques qui iront aux élections, il choisit les personnalités qui pourront donc se confronter. Et là, on n'est pas dans un héritage. Il est remplacé, peut-être que c'est lui qui est toujours là. Non, il est toujours là. Il est toujours là. Perpétuer son héritage, c'est-à-dire que il veut le perpétuer. Et c'est ce qu'il veut faire. Parce que je crois que voilà, c'est ça, une très bonne analyse, parce que avec les institutions qu'on a aujourd'hui au Bénin, fabriquées de toutes pièces par Patrice Talon, son héritage peut se perpétuer, en ce sens qu'il a la possibilité de choisir lui-même ceux qui vont venir après lui. Et je crois que... Et puis, il a été très malin pour se dire, pour peut-être... Parce qu'il a annoncé très tôt qu'il ne fera que un mandat. Il est revenu encore sur ses propos. Voilà, il le dit très tôt pour ne pas donner des idées. Parce que lorsqu'il dit que lui ne fera pas un jour de plus, ça rassure déjà certains. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il ne va pas faire un jour en plus, mais c'est qu'il peut au moins avoir des dauphins, des gens qui peuvent prendre ça pour perpétuer l'héritage politique et économique, le modèle qu'il a voulu impliquer. Et je crois que c'est là où je parle de cette tendance-là qui aujourd'hui émerge, qui voudrait que les gens donnent priorité plutôt à la bonne gestion économique et taire et faire en sorte que la démocratie ne les rattrape pas. C'est-à-dire qu'ils veulent embrigader, faire taire la contestation, pousser loin les bases, installer les bases de la... Parce que c'est ce qu'ils ont vu faire ailleurs. C'est ce que l'Occident a fait. C'est pour cela que les États-Unis ont été créés, parce que ceux qui ont quitté l'Occident, justement, ils sont à la quête d'un monde libre. Et quand ils étaient arrivés aux États-Unis, c'est un pays qu'ils ont bâti aussi dans le sang pour partir de l'Ouest vers l'Est, faire la conquête de l'Est. C'est des milliers, des millions d'Américains qui sont morts. Et puis, les Autochtones qui étaient là, on les a mis dans l'enclos, on les a tués par millions. C'est-à-dire qu'on pose, c'est-à-dire que l'histoire nous apprend que le développement tel que nous l'avons aujourd'hui, c'est fait dans le sang, c'est fait dans de la violence. Et je crois qu'il se trouve certains pour penser que pourquoi ne pas faire la même chose en Afrique? C'est ce que, dans les pays arabes, ils ont voulu essayer la chose. Aujourd'hui, cette tendance-là est en train d'émerger pour que les gens croient que, si nous avons une bonne performance économique, les Occidentaux, du moment où vous ne venez pas les gêner, ils peuvent au moins être moins regardants sur l'aspect de démocratie. Je crois que c'est là. On va juste donner la parole à Magloire. Magloire, c'est vrai que ce dossier est on ne peut plus complexe, mais les avocats de Joël Aïvo gardent espoir, un mince espoir. Oui, ils gardent espoir, sauf que, comme je l'ai dit, tant que la justice sera aux ordres de Patrice Talon, je ne crois pas que leur espoir portera. Allez loin, moi, ce qui me gêne fondamentalement, c'est que oui, le doyen, il a fait l'histoire, c'est bien beau. Mais moi, je crois fondamentalement que le contexte actuel ne nous permet plus de vouloir copier les modèles passés pour les dupliquer. C'est-à-dire en ce temps qui court actuellement. Nous sommes quand même au XXIe siècle. Moi, je dis, oui, moi, je ne suis pas hypocrite. Patrice Talon, sur le plan développement et tout, il fait de son mieux, j'apprécie. Mais politiquement, c'est là où je dis, soit il manque de courage, soit c'est de l'hypocrisie qu'il fait. C'est-à-dire que si vous pensez que ce que vos prédécesseurs ont réussi à faire jusqu'alors, ce n'est pas vraiment le modèle voulu pour le développement du Bénin, alors prenez toutes vos dispositions, affichez vos intentions que vous voulez changer de régime politique. Et ça, c'est aussi ça. C'est l'audace. L'audace dont on parle. Si Patrice Talon, il est audacieux, qu'il dise clairement aux Béninois que voilà, je suis là, moi je veux remettre
les choses dans l'ordre, je ne suis pas pour cette mouture de notre constitution qui veuille qu'un président fasse. Ça n'existe nulle part. Voilà. Non, il peut le dire. Il ne peut pas le dire. Non, c'est impossible. Moi, je pense que ça va être difficile. C'est impossible. C'est impossible. C'est là où on va C'est les actes des gens. Il a dit généralement que si vous annoncez vos intentions comme ça, on ne vous donnera pas la place pour vous asseoir. Et surtout, moi, je pense que... Peut-être qu'on ne lui donnera pas la place, mais moi, je crois qu'on est beaucoup plus... Il a être plus combattu. Combattu, oui, mais l'histoire retiendra. Le champion est toujours combattu. Voilà, le champion a été toujours combattu. Moi, je ne suis pas d'accord. Peut-être je fais fausse route dans mes analyses, mais moi, je dis... Patrice Talon, s'il est audacieux, qu'il vienne dire aux Béninois, voilà le modèle que moi je veux pour le Bénin. Vous vous rappelez que le débat était aussi en cours au Togo entre-temps, où il fallait proposer des modèles politiques pour le Togo. Les gens proposaient des régimes il y avait eu des choses. Ça voudrait dire qu'on peut à un moment donné changer de vision politique pour tout un État. Mais il faut s'assurer que vous avez les moyens de mener à bien votre politique, votre vision. Mais vous devez c'est-à-dire que quand vous attelez au régime démocratique tel que nous l'avons aujourd'hui, mais dans les pratiques, vous faites autre chose, moi je ne suis pas pour. Mais le problème, c'est que fondamentalement, chez nous en Afrique, on a donné moins, ou du moins, on part tout le temps à faire de grands hommes en affaiblissant nos institutions. Et tant qu'on restera dans alors ce que modèle, normalement, c'est le contraire qui doit être fait. Non, vous savez, moi, je pense que... Juste une seconde, je vais le dire rapidement qu'il doit se rappeler aussi les héros passés comme Sankara, comme chez Guevara. C'est-à-dire que chez Guevara, vous savez, oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Mais ceux dont l'Afrique a besoin aujourd'hui, ceux dont l'Afrique a besoin aujourd'hui, ce ne sont pas des héros dans le genre. L'Afrique a besoin des gens qui inventent une autre façon de voir les choses. Vous savez, lorsqu'il dit, par exemple, il faut qu'on se dévoile par rapport à ses ambitions et surtout par rapport aux moyens qu'on met au service de ces ambitions-là, parfois, vous dévoilez et vous n'allez pas loin. Vous voyez, les héros qui... Non, ce n'est pas la peur, peut-être... Non, peut-être qu'il est tout simplement malin, parce que vous savez, il ne fait pas le malin, parce que faire le malin, c'est faire le diable. On est né malin. Vous voyez? Donc, parfois, si vous cachez votre jeu, vous allez peut-être loin. Mais lorsque vous vous faites découvrir comme ça, dans les ambitions, dans les stratégies que vous mettez en œuvre, vous fournissez du carburant à vos contestations. Vous donnez du carburant à la contestation, tout simplement. Donc, je crois que le sujet est assez sensible. On peut faire une thèse là-dessus. Moi, je pense que vous avez évoqué tout à l'heure la question liée, disons, à ce sujet-là qui est pendant au niveau de la criette. Moi, je pense que c'est pratiquement une douche froide pour Patrice Talon. Parce que Patrice Talon est très convaincu que, en fait, la classe basse, c'est-à-dire que les juridictions traditionnelles ne sont pas acquises à leur cause. Et je pense que lorsque vous prenez les histoires que le Bénin a connues les plus sensibles possibles, je pense que les juges ont eu quand même à trancher. Je ne dis pas qu'ils sont les modèles en Afrique, mais quelque part, ces juges-là ont eu quand même à avoir le courage et à trancher, à dire le droit sur un certain nombre de sujets. Si Patrice Talon n'était pas convaincu, il n'allait pas créer donc la criette. Et je pense que ce dossier-là qui est renvoyé au niveau de ces juridictions-là prouve naturellement que Patrice Talon va être déculotté et son vrai visage va se démonter, puisque les juges-là, d'habitude, lorsque nous voyons réellement, comme je l'ai dit tantôt, vous verrez qu'il y a beaucoup de sujets sensibles sur lesquels ces juges-là n'ont pas été donc des juges qui sont donc prêts à être donc corrompus. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, de toutes les façons, Aïvo est sur une bonne pente pour recouvrir d'ici peu donc sa liberté. C'est pas évident parce que la criette c'est un raccourci, La criette, c'est un raccourci pour court-circuiter, comme tu l'as dit, la justice ordinaire. C'est un raccourci parce qu'on veut aller vite. Et c'est créé surtout en 2018, à la veille d'une élection qui s'annonçait compliquée. Parce qu'ils savaient que c'est un raccourci n'avaient pas. À un moment donné, vous savez, on dit généralement, à force de vouloir trop compresser la bouteille, elle finit par s'exploser. N'oublions pas qu'il y a déjà un juge imminent de la criette qui a déjà démissionné. Oui, effectivement. À la longue,
fait d'échanges. À la longue, tout peut se retourner contre Non, Patrice c'est Talon. bien sûr, Donc, au il niveau. n'est pas aussi sorti de l'auberge comme on pouvait le penser. Non, mais les Béninois avaient dit que même lorsque il ne fera pas long feu. Les Béninois avaient dit, mais pourtant il fait son deuxième Non, mandat. même Ils sont Patrice venus jusqu'à Talon- sur nos antennes ici pour dire que j'avais reçu un Béninois également qui dit que voilà. Et même sur le sujet Patrice Talon, même la justice béninoise avait dit même le droit. Au temps où Yahi Boyi était au pouvoir, c'est un cap véritablement donc qu'on ne doit pas ignorer. Donc on va marquer donc la pause. Elle s'impose pour le journal. On revient après avec nos chers invités.